Merci beaucoup de nous retrouver pour cette conférence spéciale immunité que j'ai la chance d'animer en compagnie du docteur Valérie Coester. Valérie, bonjour. Bonjour Claire. Alors Valérie, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je sais que vous êtes extrêmement chargée depuis la rentrée. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Mais d'abord, je vais vous présenter. Valérie, vous êtes médecin spécialisé en médecine naturelle. Vous êtes instructrice en yoga et méditation pleine conscience. Vous êtes aussi la fondatrice d'Happymed Institute, qui est une structure spécialisée en formation well-being et santé holistique. C'est ça. En plus de tout ça, et c'est le cœur de votre actualité de rentrée, vous venez de terminer l'écriture d'un ouvrage sur l'immunité justement, et vous l'avez coécrit avec le docteur Denis Coester, qui est votre mari à la ville. Cet ouvrage s'appelle Les secrets d'une bonne immunité et paraît chez Albin Michel. C'est ça? Exactement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce livre, s'il vous plaît, Valérie? Oui, bien sûr. Alors l'idée qui règne dans ce livre, finalement, c'est de revisiter toutes les techniques de prévention santé qu'on connaît déjà bien, hein, qui sont les piliers comme l'alimentation, l'activité physique, la micronutrition, et d'amener en plus une perspective à travers les liens corps-esprit, alimentés par des études scientifiques. Hein, notamment, on sait que depuis des millénaires, le yoga, la méditation apportent d'énormes bienfaits en termes de santé. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, à la neuroimagerie, on a découvert qu'il y avait énormément de bienfaits sur l'immunité. Et l'idée, donc, dans ce livre, c'est à travers le prisme de l'immunité, de développer ces liens corps-esprit pour avoir une approche globale de la santé des individus. Merci, c'est très intéressant. Maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de parler des maladies virales. Alors, en fait, parmi les plus connues, on a la sinusite, la pharyngite, la bronchite, etc. Il y a aussi la méningite et la pneumonie qui peuvent être virales. Maintenant, il y a en plus le Covid-19 et ses mutations qui sont déjà en cours d'après les virologues. Bien sûr, il y a la grippe qui touche 2,5 millions de Français chaque année et j'en passe. En fait, on a l'impression qu'il y a une prolifération de virus systématiquement tous les hivers et qu'on ne peut pas vraiment y échapper. Pourtant, on nous dit qu'il faut veiller à notre immunité, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait des clés pour y arriver. Est-ce que cette notion d'immunité n'est pas une mode ou y a-t-il vraiment des solutions et des stratagèmes pour nous défendre des agressions extérieures? Oui, c'est vraiment une bonne question en fait, parce que c'est vrai que là, on entend énormément en fin de compte hein, de choses autour de l'immunité et ça devient presque une overdose, presque comme une injonction où il faudrait qu'on prenne soin de notre immunité. Mais effectivement, ce n'est pas du tout un effet de mode. C'est vraiment depuis la nuit des temps que finalement tous les êtres humains ont dû vraiment combattre contre un tas d'agents pathogènes. Hein, donc déjà les plus anciens soignants, médecins, naturopathes, comme Hippocrate aussi hein, d'ailleurs, avaient compris à l'époque, hein, les Grecs également, les Chinois, enfin voilà, beaucoup de civilisations ont mis très tôt en place des techniques pour soutenir cette fameuse immunité qui est un peu comme notre sentinelle, un peu les gardiens intérieurs qui veillent sur notre santé. Donc c'est vraiment très ancien et pas un effet de mode. D'accord, ok, bon, au moins c'est tout à fait rassurant, merci pour ça. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement ce qu'est l'immunité? Parce que j'ai l'impression que c'est presque un terme un peu galvaudé, immunité. Donc qu'est-ce que l'immunité, Valérie, et quel est son rôle sur l'organisme? Alors, merci pour la question. Et alors, j'aime beaucoup l'étymologie. Et figurez-vous, j'ai repris mon dictionnaire là récemment, justement, suite à l'écriture du livre, et je me suis aperçue que l'immunité, finalement, il y avait aussi un sens administratif que j'avais oublié, mais qui était effectivement cette forme de protection des gens contre une loi ou contre un système particulier. Et finalement, je pense que c'est ça le mot-clé qu'il faut retenir dans l'immunité, c'est un système de protection avant tout. Alors, on a deux systèmes dans le corps humain pour être à notre service et du coup nous permettre de ne pas tomber malade à chaque coin de rue. Donc, le premier système, ça s'appelle homéostasie. Donc ça va vraiment être ce concept d'équilibre. Hein, finalement, tout est basé sur des échanges et pour favoriser un équilibre maximal, par exemple, dans le milieu intra-extracellulaire, il y a toujours des échanges pour favoriser cet équilibre. Donc ça, c'est vraiment l'homéostasie, donc qui est ce principe d'équilibre dans le corps humain. Et l'autre grand principe, c'est donc cette fameuse immunité. Donc l'immunité, en gros, pour expliquer, sans trop rentrer dans les détails, on a l'immunité innée, hein, qui est celle qu'on a depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. On est avec ça et on vient au monde avec cette immunité. D'accord. Donc on a en fait une forme d'anticorps naturels qui sont déjà présents à la naissance, mais qui ne sont pas suffisants. Et donc petit à petit, on va acquérir une immunité qui va donc s'appeler l'immunité acquise. Et donc des nouvelles cellules vont se développer au fur et à mesure où on va être en contact avec différents éléments, différents agents pathogènes autour de nous.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, l'immunité, elle est vraiment un concept global dans le corps humain. Il y a plein d'endroits finalement dans le corps où on est vraiment en train à chaque seconde finalement de mettre en œuvre des processus qui sont vraiment extrêmement précieux. Alors notamment, il y a vraiment 3 grands systèmes, il y en a d'autres, mais les 3 grands principaux, c'est essentiellement la peau. Hein, effectivement, on ne soupçonnerait pas, mais on a plein de petites bactéries finalement à la surface de la peau qui nous permettent effectivement d'avoir cette protection entre le moi et le non-moi, donc l'extérieur et mon intérieur. Ouais. Donc ça, c'est une première barrière. La deuxième grande barrière et fondamentale, c'est le tube digestif, donc le système intestinal. Ouais. On considère qu'il y a environ 70% des cellules immunitaires qui sont logées dans l'intestin, donc c'est D'accord. quand même énorme. Tout à fait. Et puis le troisième système fondamental, c'est tout ce qui concerne les muqueuses. Hein, donc les muqueuses, bon, en général, c'est assez facile à comprendre, c'est tout ce qui produit du mucus, mais pas que, en fait. Hein, c'est aussi finalement la continuité de la peau à l'intérieur du corps. Hein, parce que finalement, D'accord. on n'est jamais coupé, quoi. C'est-à-dire que notre peau continue à Ouais. l'intérieur de nous et tout ça va se transformer en muqueuse. Par exemple, les cavités nasales, les bronches, Exactement, c'est ça? exactement. C'est pour ça que souvent, effectivement, les rhumes, etc., c'est finalement une prolifération de mucus qui vise à lutter contre un agent pathogène, un virus, une bactérie, ou voilà. Et donc, toute cette muqueuse va vraiment contribuer également à notre défense immunitaire. On a encore d'autres endroits dans le corps, comme notamment le thymus, qui est situé derrière le sternum, qui va être responsable de la production des lymphocytes T. Hein. La rate également, qui est donc plutôt du côté gauche sous les poumons. Donc la rate qui est cet organe qui va permettre de filtrer les globules rouges usés et de recycler le fer qui était stocké dans ces globules rouges. D'ailleurs, on sait que les personnes effectivement qui ont une rate en moins, ce qu'on appelle la splénectomie, ont souvent une fragilité immunitaire. Hein, donc elles arrivent à moins bien combattre et c'est pour ça qu'il y a aussi tout intérêt à soutenir ces gens-là qui sont un peu plus fragiles. On peut également parler des ganglions lymphatiques. C'est pour ça que quand on emmène ses enfants chez le médecin, ou bien même nous en tant qu'adultes, en général, on est examiné au niveau des ganglions, au niveau du cou, Oui, tout sous à les fait, aisselles, oui. dans les aines, voilà, pour voir s'il n'y a pas finalement d'hypertrophie de ces ganglions, qui sont souvent le reflet d'un processus de lutte à l'intérieur du corps contre un agent pathogène, hein, justement. Ensuite, on a la moelle osseuse, donc tout ce qui est dans les os et qui est un organe lymphoïde extrêmement important. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des organes lymphoïdes principaux. Oui, en effet, c'est un système qui est extrêmement complexe et complet. Ça se joue donc un peu partout dans le corps. C'est un travail global, en fin de compte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas dissocié. Et c'est vrai que chaque organe va contribuer aussi à un autre. Pour exemple, ce qu'on pourrait citer, c'est par exemple toutes les pathologies de stress qui vont avoir un impact notamment sur l'intestin. Et donc provoquer à terme potentiellement ce qu'on appelle un intestin poreux avec une perméabilité qui est accrue. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est plutôt une barrière étanche. Mais c'est vrai que le stress, les polluants, les agents toxiques vont en fait affaiblir cette barrière, potentiellement rendre moins de bonne filtration, donc laisser passer plus de toxines. Et à terme aussi, toute cette barrière qui est moins efficiente va provoquer des problèmes dermatologiques. Et là, on comprend bien donc le lien entre cette peau, qui est aussi un organe lymphoïde. On va avoir des pathologies comme psoriasis, eczéma, qui sont aussi des maladies en partie, enfin le psoriasis très clairement, mais des maladies auto-immunes. D'accord. Qu'est-ce qui provoque la baisse de nos défenses immunitaires ? Alors, ont été répertoriés comme étant des grands facteurs de baisse immunitaire, comme le stress notamment, hein, donc tout ce qui est stress, que ce soit de la vie quotidienne, stress professionnel, stress de la course dans les transports, etc. Il y a aussi tous les stress finalement infectieux. Hein. On a aussi quelque chose en termes de santé qui crée un phénomène d'adaptation permanente et ça peut créer en fait une forme de fatigue à terme qui va affaiblir les défenses immunitaires. Donc on a ces facteurs-là, on a le manque de sommeil, donc les personnes qui sont insomniaques sont plus sujettes à tomber malades. Hein. En général, c'est vrai que
les personnes qui tardent à s'endormir ont une moins bonne régénération finalement, une moins bonne dégradation des cellules qui encombrent l'organisme, qui est un processus qui a lieu la nuit théoriquement. D'accord. Ce travail de tri finalement et de réparation cellulaire. Donc ce sommeil est effectivement important à surveiller pour la santé. Ensuite, on a également toutes les notions en termes de poids. Alors les personnes qui sont trop cachectiques ou trop maigres, et à l'inverse, les personnes qui sont en surpoids vont être aussi plus à risque. On note également toutes les sources de pollution environnementale, toutes les toxines qu'on peut trouver dans l'alimentation, les herbicides, les pesticides, qui sont beaucoup arrosés à tout va sur les fruits et les légumes. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de faire attention à son alimentation et de choisir des bons fruits et légumes. On y reviendra un peu plus tard dans l'exposé. Ensuite, on a l'activité physique également. Donc, les personnes qui sont sédentaires, qui ne bougent pas suffisamment. On a beaucoup décrit, notamment aux États-Unis, ces phénomènes-là, de gens qui sont beaucoup devant la télé et qui ne sortent pas. Et ça crée, en fin de compte, une espèce de stase dans le corps humain et un manque d'évacuation, pareil, des toxines. À l'inverse, on sait aussi que trop d'activité physique peut provoquer également une baisse immunitaire. Mais bon, il faudrait quand même arriver à des doses très très importantes de sport, ce qui est quand même assez rare. Mais voilà, donc l'idée c'est en tout cas de trouver l'équilibre dans une juste pratique. Bien sûr. Et puis on a également tout ce qui est déséquilibre alimentaire. Donc les personnes qui vont soit se sous-alimenter, soit manger trop d'un aliment ou être carencées en certains micronutriments. Donc voilà pour l'essentiel en fait des facteurs qui sont responsables de déséquilibre immunitaire. Et puis après, il y a évidemment toute la catégorie des personnes qui sont plus à risque, plus affaiblies. Oui, bien sûr, tout à fait. J'allais d'ailleurs vous poser la question. Il y a donc des populations qui sont plus sensibles sur la question immunitaire que d'autres. Oui, on a notamment toutes les personnes qui ont des maladies chroniques ou des maladies rares. Donc, ce qu'on appelle maladies chroniques, c'est des pathologies qui ont besoin notamment d'un traitement de fond au long cours, comme par exemple dans le cas du diabète, dans les maladies pulmonaires, dans les troubles cardiovasculaires, certains, pas toutes les pathologies, mais ça fait partie quand même des gens qu'on surveille de plus près. Ensuite, il y a également toutes les personnes qui ont des maladies graves comme le cancer, qui sont plus ou moins sous chimiothérapie. Donc on sait aussi que ce sont des traitements qui vont fragiliser, pomper énormément dans les stocks justement immunitaires. Et donc il est important d'être vigilant dans ces cas-là. Forcément. Les personnes âgées également. C'est vrai que les personnes âgées sont vraiment en première ligne également de toutes les infections. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, en général, leur système immunitaire se met en route un peu plus lentement. Donc la réponse est moins rapide tout simplement. Et puis en général, les muqueuses finissent par s'assécher aussi avec le temps. Donc il y a aussi une barrière qui est amoindrie à ce niveau-là. Tout à l'heure, je vous ai entendu évoquer certains fruits et légumes qui sont gorgés de pesticides et le manque d'apport de certains nutriments. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment un enjeu à surveiller notre alimentation pour soutenir notre immunité ? Absolument, oui, c'est vrai que dans la nutrition, il y a vraiment ce concept clé de favoriser en fin de compte les bonnes réponses moléculaires et cellulaires pour soutenir finalement l'immunité. Donc c'est vrai que c'est important d'apporter les bons nutriments au bon moment, à des quantités qui sont aussi adéquates. On essaye de faire un maximum avec une bonne alimentation, mais force est de constater qu'il y a de plus en plus en fin de compte d'alimentation qui n'apporte pas suffisamment finalement ces micronutriments. Donc c'est intéressant de régulièrement faire un point aussi au niveau de ces apports-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement quel type de vitamines c'est intéressant de prendre ou d'apporter à l'organisme pour favoriser l'immunité. Donc on a la vitamine A, la vitamine B6, la vitamine B12, l'acide folique. On a également le cuivre, le zinc, le fer, le sélénium. Voilà, donc tout ça, ça fait partie vraiment des petits cocktails qui sont vraiment essentiels à notre santé. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a vraiment une sorte d'alimentation pro-immunité à adopter pour aider nos défenses immunitaires à tenir le coup ? C'est ça, en fait, il y a vraiment des petites recettes ou des petites astuces, on va dire, à pratiquer au quotidien qui peuvent être vraiment d'un grand soutien, notamment quand arrive la saison froide, mais on va dire de manière générale, pendant l'année, on peut trouver d'excellents produits. Alors on a notamment des plantes
comme l'échinacée, le gingembre, tout ce qui est également les épices comme la cannelle, qui vont vraiment être des soutiens très intéressants. On a également le curcuma qui, voilà, on peut facilement mettre en plus dans les assaisonnements. Ensuite, les bonnes huiles de première pression à froid, comme l'huile de colza, l'huile de périlla, sont également très intéressantes parce que l'apport d'oméga 3 est également essentiel pour l'immunité. On a également tous les produits de la ruche, hein, donc tout ce qui est propolis, pollen. Donc souvent, effectivement, on trouve des petits complexes à base de gelée royale et ça va être extrêmement intéressant pour soutenir l'immunité. Par contre, pas chez n'importe qui non plus. Notamment, j'ai lu une étude qui montrait que c'était déconseillé chez les personnes justement qui sont en chimiothérapie, en cours de D'accord. chimiothérapie. Donc voilà, prendre quand même toujours conseil auprès d'un thérapeute ou médecin avant de commencer ça. Et puis bien sûr, on a donc tout ce qui est fruits et légumes frais. Donc on va choisir plutôt de saison. A priori, on va plutôt les choisir d'un commerce équitable ou biologique si on peut. Et vraiment toute cette source finalement de fibres, de vitamines va être un apport considérable en vitamines pro-immunitaires, donc qui vont vraiment soutenir l'immunité. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces vitamines pro-immunitaires? Oui, bien sûr. Alors on peut parler peut-être plus en détail, je pense, des vitamines qui sont vraiment essentielles pour l'immunité, a fortiori la vitamine C, la vitamine D et la vitamine A. Ok, Hein, donc on peut peut-être commencer par parler de la vitamine C. C'est avec la plus plaisir. connue. Hein, Oui. en général, quand on va dans les pharmacies ou parapharmacies, on voit plein de vitamine C. Voilà, on sait que du coup, c'est en grande distribution. Mais la question qui se pose, c'est comment finalement cette vitamine C, elle va être absorbée et à quoi elle sert, quoi. On sait qu'en général, les apports journaliers recommandés sont de à peu près 1 gramme. Mais en fin de compte, on s'est aperçu avec plusieurs études qu'il y a finalement que 180 mg par jour qui sont absorbés parce que finalement le transport au niveau de l'intestin ne se fait pas correctement. D'accord, donc en fait, il y a un blocage au moment de la barrière intestinale. C'est ça. Donc Mhm. finalement, on va prendre de la vitamine C, mais elle ne sera pas absorbée. Donc elle sera excrétée. Donc finalement, il y a un surplus, un surdosage, potentiellement une fatigue de l'organisme qui peut apparaître. Mais en quoi finalement elle est importante, cette vitamine C, c'est que effectivement, elle va vraiment soutenir le système immunitaire. Parce qu'on en parle effectivement à chaque fois comme étant le must des vitamines à prendre. Donc c'est ça, c'est vraiment soutenir ce système immunitaire, a fortiori pendant les efforts physiques intenses. Elle va également contribuer à un métabolisme énergétique optimal. Et puis elle va aider à réduire la fatigue. Voilà. Donc le souci, comme on vient de l'évoquer, c'est qu'effectivement, elle n'est pas forcément bien absorbée. Donc c'est important de choisir aussi une vitamine C de bonne qualité. D'accord, donc là, vous disiez justement qu'on pourrait en consommer jusqu'à 1 gramme par jour maximum, Oui. que le corps n'en absorbe que 180 mg par jour. Mhm. On a donc une mauvaise biodisponibilité, c'est de l'ordre de 18% des Oui, c'est bienfaits ça. de la vitamine C qu'on peut réellement espérer avec une vitamine C classique. Oui, on peut dire un cinquième quasiment, oui, c'est ça. Ouais. C'est Minime. vraiment minime. Par rapport à la marge d'optimisation qui est possible, effectivement, ça ne fait pas grand-chose. Donc ça veut dire que puisqu'il y a des formes classiques, on vient de le voir, de vitamine C, est-ce qu'il y a d'autres formes pour prendre de la vitamine C et pour améliorer son absorption? Oui, alors il y a des formes qui ont été développées qui sont, à mon sens, extrêmement intéressantes, qui sont finalement les formes liposomales. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, le principe actif qu'est la vitamine C, ça peut être le cas également pour d'autres vitamines, mais puisqu'on est sur le sujet de la vitamine C, on va prendre cet exemple-là, sera introduit dans une espèce de petite capsule, on va dire, qui est en fin de compte entourée par une bicouche de phospholipides. Alors les Ouais. phospholipides, en fin de compte, ce sont des acides gras qui permettent de clôturer, un peu comme une membrane finalement, D'accord. qui est reproduite un peu comme la membrane des cellules et qui permet de passer plus facilement la barrière intestinale. Hein. Donc, D'accord. ces liposomes, en fin de compte, vont être vraiment extrêmement intéressants parce qu'ils vont pouvoir, de manière très fluide, passer les barrières et se destiner au bon endroit. Hein. Donc, il y a plus ce phénomène de récepteurs saturés comme on peut le rencontrer avec une vitamine C qui ne serait pas encapsulée. Là, pour le coup, la vitamine C est à l'intérieur, dans un milieu aqueux, renfermée dans ces phospholipides qui vont pouvoir amener finalement le principe actif au bon endroit sans que celle-ci ne soit dégradée ou excrétée du corps. D'accord. Donc c'est un liposome. Quelle est la taille d'un liposome?
Alors, un liposome, c'est plutôt évalué à l'ordre, enfin, c'est même pas évalué, c'est de l'ordre du micron, hein, donc Ok. on n'est pas non plus dans les nanoparticules qui ont fait aussi beaucoup débat et qui ont des effets secondaires qui seraient potentiellement cancérigènes et mutagènes, qui pourraient provoquer des mutations délétères dans le corps humain. Donc là, on est vraiment sur la taille microscopique, hein, donc il y a quelque chose qui est hautement assimilable et biodisponible pour le coup. D'accord. Mm. Et donc le liposome permet de renfermer la vitamine C dans cet écrin pour traverser la barrière intestinale, se déplacer dans la circulation sanguine jusqu'à atteindre la cellule qu'il vise pour ensuite libérer 100% de ses bienfaits dans l'organisme. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. À la petite nuance près qu'en fait, finalement, le liposome va fusionner avec la membrane finalement de la barrière intestinale. Et après, effectivement, de deux choses l'une, soit il sera directement libéré dans le sang, soit il sera réemballé, si on peut dire comme ça, dans un transporteur qui s'appelle un chylomicron qui ira à destination de la cellule cible. Et donc la vitamine C sera effectivement relarguée grâce à ce nouveau transporteur jusqu'à la cellule cible. Donc il y a ces deux possibilités qui se font de manière conjointe grâce à ce procédé liposomal. Donc ce qui est intéressant de savoir finalement, c'est qu'avec ces liposomes, on a un procédé qui est à la fois biodégradable et qui est tout à fait stable dans le corps humain. C'est-à-dire que c'est résistant, c'est ça? Oui, tout à fait. Et en plus, il a vraiment une toxicité minimale. Donc ce qui est vraiment intéressant finalement de voir dans ce procédé, c'est que la technique liposomale est vraiment un pont entre la technologie et la médecine, et que finalement ça va permettre que la vitamine C développe son plein potentiel dans le corps humain et dans les cellules. En effet, c'est vraiment fascinant. Mm. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de la vitamine D. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler également ces derniers temps pour son rôle sur le système immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi précisément? Ah oui, bien sûr. En fait, c'est une vitamine effectivement qui est vraiment clé dans le système immunitaire pour plusieurs raisons. Déjà, elle va permettre de moduler la division cellulaire en fait, hein. Elle va permettre de faire en sorte d'éviter les proliférations cellulaires. Donc, elle va vraiment permettre de garantir ce système immunitaire de manière optimale. Elle va également permettre de réduire la production d'immunoglobulines D'accord. et de moduler également la réponse inflammatoire cytokinique. Donc c'est vraiment une vitamine qui est clé dans la santé, comme on dit, de 7 à 99 ans, mais même chez les tout petits d'ailleurs on en prescrit, hein. Le tout c'est de trouver aussi la bonne forme, voilà, parce que jusqu'à présent quand même eu beaucoup de prescriptions de vitamine D avec des ampoules où ça fait vraiment des shoots qui sont délétères pour finalement une prise, une absorption optimale. Mm. Oui, effectivement, parce qu'il me semble, peut-être que vous pouvez me le confirmer, mais 3 Français sur 4 seraient en déficit de vitamine D, c'est juste? Oui, ça fait peur hein, quand même d'entendre ce chiffre. C'est Mm. vrai que quand on pense que 3 quarts de la population est carencée en vitamine D, Mhm. ça laisse un peu quand même circonspect. Donc, mais c'est les chiffres exacts en fait, hein. Il y a vraiment une pénurie de vitamine D qui s'explique aussi par la simple et bonne raison que normalement, pour la synthétiser, on devrait s'exposer 30 minutes chaque jour au Ouais. soleil, bien sûr en prenant les précautions d'exposition qu'on connaît. De plus, j'avais lu aussi plusieurs études qui expliquaient que quand on se lave finalement le soir, Ouais. la synthèse finalement au niveau de la peau ne se fait pas de la même manière. Bien sûr, on est dans un pays où a priori on se lave quotidiennement, donc ça a fait aussi en sorte que la vitamine D est moins bien fabriquée, synthétisée. Donc l'idéal, c'est vraiment de prendre une forme qui sera bien assimilée par l'organisme pour venir compléter cette production qui est endogène, mais que cette production de l'organisme qui naît d'environ 10 à 25%. Donc ça laisse à comprendre la marge qu'il Oui. reste à combler pour être dans un apport optimal finalement de cette vitamine. Oui, tout à fait. Mm. Je sais qu'il y a aussi plusieurs formes de vitamine D. Oui. Laquelle vous préconisez? Alors ça, c'est effectivement un grand sujet. On a beaucoup parlé de la vitamine D2. C'est vrai que moi, je recommande plutôt la vitamine D3, qui va être mieux absorbée par l'organisme. Elle a aussi une interaction. En fait, enfin, il y a plusieurs hypothèses aussi qui expliquent ça, notamment l'interaction avec les récepteurs de fixation de la vitamine D, et puis aussi la métabolisation au niveau du foie. Ce qui fait que finalement, c'est une forme qui va être beaucoup plus naturelle et mieux synthétisée, en fait, dans le corps, mieux absorbée. Voilà. Ok, donc c'est très clair, plutôt vitamine D3 que vitamine D2. C'est ça. Maintenant, il reste une dernière vitamine que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la vitamine A. Mhm. Vitamine A qui fait aussi partie des musts pour le soutien du système immunitaire, hein. C'est vraiment
une vitamine clé encore dans cette cascade de réponse immunitaire, notamment parce qu'elle va aussi permettre la métabolisation du fer. Elle va également aider à protéger les muqueuses et la peau. Et on en parlait tout à l'heure justement, hein, comme un organe essentiel finalement et des barrières essentielles pour la protection et empêcher la pénétration des micro-organismes. Tout à fait. Et puis, elle va avoir donc cette activité également dans la spécialisation de certaines cellules. Voilà. Ok. La contrepartie de cette vitamine, qui est vraiment très utile, c'est que si on en prend trop, elle va devenir pro-oxydante. Elle peut avoir des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, qui sont même potentiellement toxiques. D'accord, mais alors donc elle est très utile, mais elle est ça. Potentiellement dangereuse. Oui. Du coup, est-ce qu'il existe un moyen de consommer de la vitamine A sans risque toxique pour l'organisme, mais tout en bénéficiant de ses bienfaits pour le système immunitaire? Ben, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a une solution. Donc, on peut prendre ce qu'on appelle un précurseur de la vitamine A, qu'on appelle également pro-vitamine A. D'accord. On peut, par exemple, citer le bêta-carotène. Oui. Alors, c'est ce fameux nutriment qu'on trouve dans beaucoup de fruits et légumes, dont les La carottes, carotte, voilà, les patates douces, le persil. Donc, ça se trouve dans l'alimentation normale et on peut également prendre des compléments alimentaires qui vont justement permettre, en fin de compte, d'apporter la bonne quantité de ce précurseur de vitamine A pour permettre la production adaptée, ni plus ni moins, à l'organisme. Ok, donc c'est effectivement bien ce bêta-carotène en tant que précurseur de vitamine A. C'est une bonne sécurité pour obtenir les bienfaits sans les désavantages. Absolument. Maintenant, je sais aussi que ces trois vitamines, la vitamine C, la vitamine D et la vitamine A, ont d'autres effets, pas simplement sur le système immunitaire. Vous pouvez Oui. nous en dire plus ? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que les effets sont bien plus vastes que finalement l'immunité, même si c'est quand même un sujet essentiel pour la santé. Donc par exemple, si on parle de la vitamine D, voilà, on peut parler de tous les bénéfices en termes de métabolisme du phosphore et du calcium. Donc ça aide à réguler vraiment le taux de calcium optimal. Elle va être très utile au niveau des dents, des muscles, des os. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, essentiel pour avoir un squelette vaillant et éviter justement les troubles liés à l'apparition des baisses hormonales chez la femme, notamment à la ménopause, etc. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour la vitamine D ce qu'on peut en dire. Ensuite, au niveau de la vitamine A, elle va avoir une action très intéressante, notamment au niveau de la vue, la vision. La rétine, en fin de compte, contient énormément de vitamine A. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'en ayant finalement un apport suffisant de cette vitamine, on permet de préserver aussi le capital ophtalmique. Ensuite, elle a également une action sur la peau et les muqueuses, hein, donc elle va encore aider, contribuer à la protection de ces deux barrières finalement immunitaires. Et puis, elle va avoir aussi une activité antioxydante. D'accord. Enfin, on parlait aussi de la vitamine C, donc ça peut être intéressant de rappeler qu'effectivement, voilà, l'image qu'on a la plus connue de la vitamine C, c'est vraiment ce gain d'énergie et de réduire la fatigue. Hein, donc c'est vrai qu'en cas de coup de fatigue, c'est vraiment intéressant de prendre cette vitamine, même en prévention aussi. Alors un effet qui est moins connu peut-être, mais qui est extrêmement intéressant, c'est aussi qu'elle va aider à la synthèse de collagène. Hein, donc ça va être extrêmement intéressant pour tout ce qui est peau, tendons, muscles, également les vaisseaux sanguins, hein, donc les veines, les artères, pour avoir un bon capital circulatoire. Et puis, elle va également contribuer à un bon équilibre psychologique, à des bonnes fonctions psychologiques. Voilà, donc en fait, finalement, ces vitamines, on voit que bon, elles sont toutes simples, mais extrêmement utiles pour avoir une santé équilibrée. Au global. C'est ça. Donc Valérie, si je récapitule, vous recommandez pour avoir un bon système immunitaire une hygiène de vie saine, ce qui va passer par un sommeil suffisant, faire de l'activité physique, éviter le plus possible l'exposition aux polluants et aux toxines, et aussi avoir une alimentation qui permette des apports suffisants en sélénium, fer, zinc, vous en parliez, et aussi en vitamines. Et dans ce cadre, vous parliez plus particulièrement des vitamines C, D et A. Mais pour contrecarrer le problème de faible absorption de la vitamine C, vous nous avez parlé de cette solution liposomale qui permet d'encapsuler la vitamine C dans cet écrin, dans ce liposome, qui va lui permettre de passer sans encombre la barrière intestinale pour libérer tous ses bienfaits dans l'organisme et donc non pas simplement 18%. Ensuite, il y a la vitamine D, mais vous nous mettez en garde par rapport au fort risque de déficit puisque 3 Français sur 4 seraient en déficit de cette vitamine et à choisir, il est préférable de prendre de la vitamine D3 plutôt que de la D2. Tout à fait. Et il y a aussi la vitamine A qui est très importante pour notre système immunitaire et dans ce cadre-là, mieux vaut prendre un pro-vitamine A
comme le bêta-carotène, qui va permettre de produire la quantité exacte et suffisante dont le corps a besoin, ni plus ni moins donc, mais sans apporter le risque de toxicité qu'on peut avoir autrement en prenant de la vitamine A directement. C'est juste? Exactement. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a effectivement des dosages un peu spécifiques à respecter pour ces 3 vitamines. Quels sont-ils? Oui, heureusement, on a quand même un référentiel pour savoir à peu près à quoi s'en tenir. Alors pour la vitamine C, ce qui est considéré comme dosage optimal, c'est entre 80 et 1000 mg par jour, sachant qu'à 80, on est vraiment Dans des doses dans le minimales. minimum, Mhm. minimorum. Mm. Pour la vitamine D, on va se situer entre 5 et 50 microgrammes à peu Ok. près. Et pour la vitamine A, on sera plus aux alentours de 800 microgrammes. Voilà. C'est très clair. Valérie, merci beaucoup pour votre intervention et tous ces enseignements aujourd'hui. Merci beaucoup Claire de m'avoir reçue. Je pense que les spectateurs seront d'accord avec moi. On a beaucoup appris aujourd'hui. Vous nous avez donné des informations très utiles et précises. Et merci aussi pour votre temps, alors que je sais que vous avez une actualité très très chargée en cette rentrée. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci.